Geoffroy Padomalim, bonjour. Vous êtes Bonjour associé Mathis. au sein de Chevreux Notaire Nouvelle-Aquitaine. Un sujet dont on parle énormément, c'est bien évidemment l'impact de l'immobilier sur les consommations énergétiques, sur le bilan carbone. On fait partie, entre guillemets, l'immobilier fait partie et l'urbanisme, donc globalement, des mauvais élèves en termes de consommation de CO2. Mais une chance, la profession a pris ces enjeux assez rapidement et commence à vraiment la démarche, les démarches commencent à porter leurs fruits. Dans quel cadre est-ce que vous voulez intervenir Chevreux et surtout quel sujet pour vous paraît très très important pour continuer à progresser dans cette réduction du carbone, en fait, de l'impact carbone de l'immobilier et de l'urbanisme? Voilà. Alors, effectivement, vous le rappeliez à juste titre. Alors, ça fait déjà un moment qu'on a fait ce constat qu'il fallait fabriquer la ville différemment et surtout qu'il fallait lutter contre le dérèglement climatique. Je pense qu'il y a eu véritablement un avant et un après à partir de la COP 21 en 2015, où vraiment il y a eu une prise de conscience internationale assez forte avec des constats scientifiques qui ont été largement partagés au niveau de la communauté Et qui faisait scientifique. consensus en plus. Et qui faisait consensus, exactement, oui. Et qui ont été aussi admis par le politique. Et donc il y a eu un avant-après la COP 21 et il y a eu cette exigence, en tout cas cette résolution qui a été prise de lutter contre la hausse de la température et de la limiter à 1,5 degré par rapport à la température moyenne de l'ère pré-industrielle. On ne se rend pas compte, ça paraît rien 1,5 degré, mais c'est une exigence extrêmement ambitieuse, extrêmement forte, parce que ça va réinterroger finalement tout notre mode de vie et toute l'économie d'une manière générale. Et dans l'économie, vous aviez raison de le dire, surtout en France, la fabrique de la ville, le secteur de la construction, l'immobilier, c'est un pan relativement important de notre économie et qui du coup va être amené à transformer sa manière de penser et sa manière de faire à l'aune de cette exigence. Et donc, on a effectivement l'un des grands axes dont s'est emparé le législateur et d'une manière générale le politique dans cette manière de concevoir la ville, c'est de lutter contre l'étalement urbain, c'est ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette. Alors j'ai réussi à le dire du premier coup, je suis très fier de moi. C'est très fort, oui, merci. Il faut le dire. Je me suis entraîné un peu avant, à vrai dire. Et du coup, cette lutte contre l'étalement urbain, elle est véritablement fondamentale aujourd'hui dans la manière de concevoir la ville. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lutter contre l'étalement urbain, c'est éviter des problèmes au niveau des nappes phréatiques. Des nappes phréatiques, exactement, parce que l'imperméabilisation des sols empêche la régénération des sols. Ça réduit aussi l'habitat, donc c'est très mauvais pour la biodiversité parce que ça réduit l'habitat des espèces animales et végétales. Ça provoque des problèmes de flux des eaux, de circulation des eaux, de ruissellement. Et puis ça pose aussi des problèmes de circulation parce que forcément, si vous étalez, les gens vont être amenés à se déplacer de plus en plus. Or, le transport, c'est aussi un gros émetteur de gaz à effet de serre, notamment le transport individuel. Donc, lutter contre l'étalement urbain, finalement, c'est un des axes relativement, même très importants, fondamentaux de la fabrique de la ville moderne. Et donc, évidemment, pour lutter contre l'étalement urbain, donc, ça veut dire qu'il faut construire la ville dans la ville, il faut densifier la ville, et donc il faut essayer aussi d'identifier des opportunités foncières dans la ville. Et alors, il y a, parmi ces opportunités foncières, il y en a plusieurs sortes, mais il y a une opportunité foncière qui aujourd'hui a été particulièrement identifiée par le législateur, ce sont les friches industrielles, avec notamment la loi climat récemment qui est intervenue pour mettre en place des dispositifs juridiques pour essayer de favoriser le développement et la mutation de ces sites. Le fonds friche a bien fait parler de lui aussi. Exactement, le fonds friche, parce que c'est bien d'avoir des moyens juridiques, mais c'est mieux aussi d'avoir des moyens financiers. Et pour cela, et locaux, et en tout cas de localisation. Exactement. Donc recenser les sites, ça c'est le rôle de Cartofriche par exemple qui est suivi mis en œuvre par le CEREMA. Il y a également des observatoires qui ont été créés justement pour aider à recenser de mieux en mieux ces sites. Il y a une définition de ce que c'est qu'un site industriel qui a été créé pour justement savoir quand est-ce qu'on rentrait dans la catégorie site industriel pour savoir si ça ouvrait droit éventuellement à l'octroi de fonds. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'organisent justement pour favoriser la mutation de ces sites. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est des sites qui sont quand même assez particuliers. Oui. La création finalement et le changement, on va dire, d'affectation d'une friche industrielle en quelque chose des fois d'un peu plus sensible comme le logement, mais je dis le logement, mais
il y a encore plus, il y a encore plus sensible. Il y a les hôpitaux, les écoles, les crèches. Ouais, quels sont les points les points de vigilance juridique qu'un aménageur ou qu'un promoteur sur lequel il doit rester vigilant là-dessus? Je dirais même que avant les points de vigilance juridique, même si je suis notaire, donc c'est un peu mon rôle de barre de droit, mais l'une des entrées vraiment clés dans ces dossiers-là, c'est déjà d'être très bien accompagné par un excellent bureau d'études. D'accord, le bureau d'études. Voilà, le juridique, c'est très très bien, mais il faut déjà avoir une connaissance extrêmement précise sur le plan technique et scientifique. Parce que l'une des clés pour traiter ces dossiers-là, c'est de déterminer quelles sont les pollutions et de les affecter, de déterminer qui est responsable de quoi. Et à partir du moment où on a fait ce travail-là, après on peut raisonner, et aussi il y a tout un volet historique et documentaire, vraiment c'est très important. Tout ça est réalisé en général par les bureaux d'études, et c'est à partir du moment où ce travail-là a été fait qu'on peut commencer à raisonner et ensuite trouver les mécanismes juridiques pour traiter dans le contrat les responsabilités des uns et des autres. Donc fondamental, un bon bureau d'études. Et après, sur le plan juridique, alors il y a également une ambiance dans ces dossiers-là. Ça peut paraître un peu étonnant, mais il faut vraiment nouer le plus en amont possible dans ces dossiers une relation partenariale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés dans ces dossiers. Il y a le propriétaire qui a ses considérations, il y a l'exploitant s'il est différent du propriétaire qui a ses propres contraintes et ses propres considérations. Vous avez la collectivité qui va être évidemment particulièrement vigilante au devenir du site parce que ça va être un morceau de sa ville, donc elle veut savoir qu'est-ce que ça va devenir et elle a probablement une vision d'aménagement sur ce secteur-là. Elle a peut-être d'ailleurs aussi un aménageur qui intervient sur ce périmètre-là et qui va aussi avoir sa vision. Et puis vous avez le porteur de projet qui doit recueillir toutes ces contraintes-là. Et vous avez aussi un dernier acteur et qui est fondamental, c'est la préfecture, parce que c'est la préfecture qui va être entre guillemets le garant de la réhabilitation correcte du site sur le plan notamment des pollutions. Et donc vous avez tous ces acteurs-là qui ont chacun une vision du dossier et il va falloir finalement les faire se parler pour essayer effectivement de faire converger les visions, en tout cas faire prendre conscience aux uns et aux autres des contraintes de chacun et déterminer de manière un peu collégiale la feuille de route. Alors après, une fois que cette feuille de route est donnée, on peut avoir des relations bilatérales, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est très important de créer un peu cette collégialité, cette relation partenariale pour faire prendre conscience aux uns et aux autres des difficultés de chacun et des contraintes de chacun. Et après, sur le plan juridique, effectivement, on a des outils qui se forgent au fur et à mesure des lois. On avait un premier outil assez intéressant qui avait été forgé en 2014 avec la loi Allure. On avait déjà évoqué le sujet ensemble, c'était la procédure de tiers demandeur qui permettait en fait de débloquer des situations, notamment quand on avait des sites assez fortement pollués et des exploitants qui du coup hésitaient finalement à faire muter le site parce que en le faisant muter, exactement, ils s'exposaient à des responsabilités assez importantes qu'ils ne voulaient pas forcément prendre. Donc c'est pour ça que la procédure de tiers demandeur peut être intéressante, elle est assez technique, elle est complexe à mettre en œuvre. En tout cas, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut le faire aussi avec des porteurs de projets qui sont tout à fait conscients des risques. Alors d'ailleurs, souvent il y a des porteurs de projets sur ces sites-là qui sont des porteurs de projets spécialisés, qui ont d'ailleurs des bureaux d'études souvent intégrés parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur ces sites-là, la question technique est fondamentale et elle est vraiment indissociable du juridique. Donc souvent, effectivement, des porteurs de projets spécialisés avec des compétences très très fortes sur le plan technique. Donc on a cette procédure de tiers demandeur. Il y a d'autres outils qui ont été forgés plus récemment, notamment avec la loi climat. La loi climat, exactement, là, de août dernier, alors c'est assez intéressant, prenant conscience du fait qu'effectivement ces sites étaient des sites sensibles et que par conséquent leur mutation pouvait générer des coûts importants pour les porteurs de projets. Et du coup, prenant conscience de cet état de fait, la loi climat offre par exemple des bonus de constructibilité. Alors évidemment, il y a des conditions à respecter, mais il y a des bonus de constructibilité qui peuvent bénéficier finalement aux porteurs de projets. Jusqu'à 30%. Jusqu'à 30% effectivement de la constructibilité, avec des dérogations aux règles de gabarit. Et ce, pour compenser le fait que probablement il y aura des coûts supplémentaires. Exactement, la dépollution, je mets des guillemets sur la notion de dépollution, mais la dépollution du site aura effectivement un impact plus important dans le bilan. Et donc il faut quand même, c'est normal, un porteur de projet, il est là aussi pour trouver un équilibre économique. Donc pour favoriser cet équilibre économique, des bonus de constructibilité, des règles dérogatoires également en matière de création de places de stationnement. Il y a aussi autre chose qui a été assez intéressant, un mécanisme assez intéressant et qui rejoint un petit peu ce que je disais sur la relation partenariale, l'implication des différents acteurs et notamment les acteurs publics. Vous avez la mise en place de certificats de projet, c'est-à-dire qu'on peut aller voir la préfecture pour demander finalement à la préfecture qu'elle donne qu'elle émette un certificat de projet, c'est-à-dire qu'il fiabilise
les procédures à mettre en œuvre et les délais. Parce qu'évidemment, comme ce sont des sujets extrêmement complexes qui mettent en œuvre beaucoup de législations différentes, vous avez le code de l'environnement qui intervient, le code de la construction, le code de l'urbanisme évidemment, vous avez potentiellement le code rural, le code forestier, etc. Donc vous avez beaucoup de législations qui s'entrecroisent et du coup pour des porteurs de projets ça peut être extrêmement complexe à aborder et surtout de prendre conscience des délais des uns et des autres, etc. Du coup, vous avez la mise en place, alors c'est à titre expérimental et on espère que ça va se pérenniser, en tout cas ça va bien fonctionner, on va voir dans le temps ce que ça va donner, mais de ces certificats de projet qui permettent finalement à un moment T de dire voilà, toutes les procédures qui vont devoir être mises en œuvre, ça va être ça, et ça va se prendre telle durée si vous voulez. Et donc, pour les porteurs de projets, évidemment, c'est un confort, parce que ça leur permet de savoir, voilà, le temps c'est très important pour le promoteur ou pour l'aménageur, et donc la connaissance du temps, la gestion du temps est fondamentale. Et donc ces certificats de projet le permettent. Il y a d'autres dispositifs également, mais effectivement, voilà pour les principaux, on va dire. D'accord. Geoffroy Fardevalim, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Bon forum des projets urbains. Écoutez, ça s'annonce très bien en tout cas, donc je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne journée.